et des effets de la pollution lumineuse, l'audition de cet après-midi offre l'occasion d'envisager les actions politiques et les moyens financiers à mettre en œuvre pour enrayer son déclin. Connaître avant d'agir, notre séquence du jour, en 2 actes, est à mes yeux l'illustration de ce saint principe qui devrait fonder l'ensemble des politiques publiques. Malgré les multiples reports de date, des difficultés de négociation dans un contexte pandémique, les disparités d'ambition entre les pays, le contexte géopolitique peu porteur a priori pour l'environnement, la COP15 biodiversité s'est achevée le 19 décembre dernier par un accord que nombre d'observateurs s'accordent à qualifier d'historique. Madame la ministre, j'ai besoin que vous m'expliquiez comment on en est arrivé là. Un parcours semé d'embûches, une présidence chinoise que l'on qualifiait pudiquement de distante, une crise énergétique, c'est un contexte inflationniste qui ne prédisposait pas les États à la générosité multilatérale. Les augures étaient loin d'être favorables à ce que les 195 pays, avec leur agenda politique propre, leur dynamique interne et des sensibilités citoyennes à la biodiversité très contrastées, parviennent à élaborer un cadre mondial commun pour enrayer le déclin de la biodiversité. Et pourtant, ce fut le cas. L'accord de Montréal-Kunming est devenu la feuille de route et le guide méthodologique des pays désireux de lutter contre l'érosion de la biodiversité et d'enrayer les dynamiques délétères qui pèsent sur les écosystèmes pour forger un pacte de paix avec la nature. Comme l'a joliment formulé le secrétaire général de l'ONU en ouverture des travaux de la COP15, Madame la ministre, vous avez participé aux négociations à Montréal aux côtés de Christophe Béchu et de l'ambassadrice chargée de l'environnement, Sylvie Lemay. Une délégation de notre commission composée de Guillaume Chevrollier, Denise Saint-Pé, Jean-Michel Houlgat et Ronan Dantec s'est également rendue sur le site de la COP15 en qualité d'observateur quelques jours avant la conclusion de l'accord. Ils m'ont indiqué que les négociations étaient ardues avec de puissants clivages nord-sud, notamment sur le montant des engagements financiers à mobiliser. Les positions 14 décembre, juste avant que ne commence le segment de haut niveau, n'étaient pas alignées sur la quantification des objectifs et les 23 cibles faisaient l'objet d'âpres débats sémantiques. Pour parler le langage de la COP, il restait un nombre désespérant de termes entre crochets dans la version de travail des négociateurs. Il fallait faire preuve d'une bonne dose d'optimisme pour entrevoir un accord 4 jours avant la clôture de la COP15. Il restait encore à convaincre de nombreux États intransigeants et la ligne de crête des pays à haut niveau d'ambition était très périlleuse. Et pourtant, en dépit de toutes ces choses trappes, la biodiversité a réussi à fédérer. Une dynamique nouvelle s'est enclenchée, mais il revient désormais à chaque État de prendre sa part à l'effort collectif. Les mécanismes propres à la biodiversité s'appréhendent plus difficilement et les causes de son déclin sont multifactorielles. Les pressions qui pèsent sur le vivant des écosystèmes sont de nature très variée. Je rappelle les 5 causes majeures du déclin de la biodiversité: le changement d'usage des terres et de la mer, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Les relations croisées entre ces différents facteurs sont difficilement discernables, même pour les scientifiques. Un effort de pédagogie en direction du politique et des citoyens doit impérativement être accompli pour associer la société autour de l'objectif de préservation de la biodiversité sur le modèle de la prise de conscience qui a déjà eu lieu pour le climat. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ne chômera pas ces prochaines années. Madame la ministre, notre commission vous a invité pour une séquence assez inhabituelle. Nous souhaitons que vous nous donniez des raisons d'espérer. L'espoir tient en une place trop réduite dans les assemblées parlementaires. Je compte, Madame la ministre, sur cette audition pour le réhabiliter, le temps d'un échange avec vous. Pour cela, je vous propose d'articuler votre propos en 3 temps. D'abord, en nous révélant le dessous des cartes et la façon dont la COP15, contre toute attente, est parvenue à l'accord que l'on connaît. Ensuite, en nous présentant votre méthode et la façon dont vous comptez décliner les cibles mondiales à l'échelle nationale pour inverser la tendance. Et enfin, et chacun sait que le nerf de la guerre, comment comptez-vous financer, bien entendu, ces nouvelles mesures qui sont nécessaires pour la reconquête de la biodiversité
dans nos territoires. Une étude de novembre 2022 réalisée par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable a mis en évidence que les politiques biodiversité mobilisent des financements morcelés qui restent limités. Au regard des objectifs adoptés à Montréal, les besoins de financement complémentaires sont estimés pour l'État et ses opérateurs à 619 millions d'euros en 2023 jusqu'à 890 millions d'euros en 2027. Ces montants sont loin d'être négligeables, surtout quand l'on considère que le programme 113, Paysages, eau et biodiversité, si bien présenté par notre excellent collègue Guillaume Chevrollier, dans son avis budgétaire, n'est doté que de 275 millions d'euros. Je vous pose la question qui nous taraude tous ici. Envisagez-vous avec Bercy une réforme de la fiscalité pour, permettez-moi l'emploi d'une expression à la mode, en même temps accroître les moyens dédiés à la biodiversité et réduire les dépenses fiscales défavorables à la fiscalité? Madame la ministre, vous avez la parole avant notre traditionnelle série de questions et réponses avec mes collègues sénateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis vraiment très heureuse que nous abordions de nouveau cette COP15 aujourd'hui et bien sûr les victoires que nous avons remportées lors de ce sommet. En comparaison de des précédentes COP, moi je trouve que ce sujet a reçu un bel écho médiatique, mais ce n'est jamais suffisant pour parler de l'effondrement de la biodiversité. Nous aurions pu parler encore davantage des engagements historiques et concrets que la France a portés et obtenus auprès de tous les pays du monde. Je veux donc vous remercier pour cette audition et pour avoir remis aujourd'hui ce sujet en lumière. Quand je me suis rendue à Montréal, j'ai porté l'ambition forte du gouvernement pour aboutir à un cadre mondial pour la biodiversité. Si les négociations ont constitué une partie importante de l'activité sur place, plusieurs événements et rencontres se sont également tenus en parallèle. Ils ont permis de prendre des engagements forts, parfois de faciliter l'obtention de l'accord en débloquant politiquement certains points de crispation. Ces rencontres ont surtout permis de préparer la mise en œuvre du cadre mondial et rassurer les pays en développement sur la volonté des pays développés de les accompagner dans la durée. L'accord Kunming-Montréal, qui constitue ce nouveau cadre mondial, donne un cap pour la décennie à travers 23 cibles d'application à l'horizon 2030 qui alimentent 4 objectifs pour 2050. Il s'agit de la protection de la biodiversité, de la gestion durable des ressources, de l'utilisation des ressources génétiques et des moyens de mise en œuvre. S'il est qualifié d'historique par tous, c'est parce qu'il dévoile une ambition réelle avec des objectifs quantifiés et précis. Quels sont ces objectifs? Nous visons entre autres la restauration de 30% des écosystèmes terrestres et marins dégradés d'ici 2030, la protection de 30% des terres et des mers au niveau mondial en 2030, la fin de l'extinction d'origine humaine d'espèces menacées, la réduction de moitié du risque global lié aux pesticides, produits chimiques, ainsi que de l'excès de nutriments perdus dans l'environnement. Également, l'augmentation des pratiques de gestion durable des superficies consacrées à l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture. Et également, l'obligation de prendre des mesures pour inciter les entreprises à effectuer un contrôle, rapportage et de transparence sur leur activité vis-à-vis de la biodiversité. Et d'un point de vue financier, une avancée notable porte sur la réduction des subventions néfastes à la biodiversité à hauteur de 500 milliards de dollars par an d'ici 2030. C'était un engagement attendu de longue date par les ONG et les activistes écologistes. Je suis très fière que nous l'ayons obtenu durant les négociations de cette COP15. En parallèle, les ressources financières dédiées à la biodiversité devront être augmentées de 200 milliards de dollars par an, toutes sources confondues. Parmi ces 200 milliards, les flux provenant des pays développés à destination des pays en développement devront atteindre 20 milliards en 2025 et 30 milliards en 2030. Sur la mobilisation de ces ressources, la France a porté l'objectif de ne créer un nouveau fonds ad hoc, mais de conforter le Fonds pour l'environnement mondial, donc le FEM, comme outil multilatéral de financement de la biodiversité. Un nouveau mécanisme sera créé dès 2023, hébergé par le FEM, avec l'enjeu de pouvoir mobiliser des financements privés. À la COP16, l'opportunité de créer un outil supplémentaire dédié à la biodiversité sera étudiée très sérieusement. Je veux partager une autre fierté avec vous.
au niveau de l'engagement financier des États donateurs, la France a joué le rôle de mobilisateur dans la lignée de son propre engagement de doubler les financements de l'AFD pour la biodiversité d'ici 2025. Une déclaration a été signée en ce sens avec 11 pays renforçant leur engagement financier à nos côtés. Je crois que nous pouvons nous féliciter de cet accord, salué par la plupart des ONG, et leurs retours sont positifs. Et elles se réjouissent de l'ambition de ce texte, car c'est, je crois, un marqueur important de notre réussite. S'il y a de nombreux points positifs, il y a aussi des regrets. Et je souhaite vous les donner aujourd'hui en toute transparence. Par exemple, nous n'avons pas défini de cibles ou de chiffres pour nos objectifs 2050 et nous n'avons pas fait preuve d'assez d'ambition pour mieux protéger les espèces en danger. L'accord n'est, à mon sens, pas assez contraignant sur quelques points. Il n'y a par exemple pas aucun mécanisme permettant de relever l'ambition des pays qui n'atteignent pas les objectifs. Il manque également un dispositif de redevabilité des États. D'un point de vue financier, je regrette que la stratégie de mobilisation des ressources n'ait pas pu être actée qu'au prix de la création d'un fonds dédié au sein du Fonds de l'environnement mondial et non via un fonds dédié. Enfin, les engagements pris sur le sujet des pesticides sont un succès, car il était inespéré, vraiment, au regard des oppositions de certains pays, et nous sommes battus, vraiment, pour obtenir ces objectifs. J'aurais cependant souhaité aussi que l'objectif de 50% de réduction qui a été pris concerne également les usages en plus des risques. Si la presse a, elle aussi, qualifié l'accord d'historique, c'est parce que nous étions conscients des obstacles qui se posaient face à nous. La présidence chinoise, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président de la COP, a finalement su jouer son rôle et mettre sur la table un texte équilibré qui a su répondre aux attentes des pays du Nord et du Sud, malgré quelques blocages jusqu'à même l'adoption. Il nous faut maintenant profiter de cette dynamique pour conclure sur le traité sur la biodiversité en haute mer. Nous en ferons de même sur les prochaines échéances internationales, comme le One Forest Summit en mars et la prochaine session de négociation sur le traité international sur les pollutions plastiques à Paris en mai. Nous avons déjà pris de l'avance au sein de l'Union européenne grâce au règlement sur la déforestation importée récemment voté. C'est une mesure forte, très concrète, qui aura un impact sur la biodiversité que l'on n'imagine pas encore. Pour conclure, je voudrais signaler que la COP15 a été également l'occasion de porter un message d'ambition sur la lutte contre la pollution plastique. En tant que pays hôte de la prochaine séance de négociation sur le traité international contre la pollution plastique, la France se devait de mobiliser les parties prenantes. J'ai donc évoqué nos attentes lors de plusieurs entretiens bilatéraux et à l'occasion de la réunion ministérielle de la coalition de la haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique. Je crois que dorénavant, et vous le savez, le plus dur commence. Il nous faudra être attentifs à ce que tous les pays qui ont signé ce traité fassent preuve de la même ambition dans la réalisation des objectifs. Vous le voyez, nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. À notre tour de saluer cet accord historique trouvé à Montréal, l'accord Kunming-Montréal ou Montréal-Kunming en faveur de la biodiversité. Il est historique à plus d'un titre. Il est déjà la preuve d'une prise de conscience internationale de l'urgence à agir, de la nécessité de consacrer des moyens financiers nouveaux et de l'importance de l'articulation entre un cadre mondial et les mesures à décliner au niveau local. Alors ça a été dit, la quasi-totalité des pays, les 195 États, mais quand même à l'exception notable des États-Unis, sont parvenus à fixer un cap pour la biodiversité et sa préservation, s'entendent sur des outils d'évaluation, des mesures environnementales et à mettre en œuvre des instruments financiers nouveaux et des mécanismes de solidarité nord-sud, ce qui était un défi important. Et les rencontres qu'on a pu avoir avec la délégation sénatoriale qui s'est rendue à la COP15, qui a eu l'occasion de vous croiser, Madame la Ministre, et un certain nombre de gouvernements français très mobilisés dans cette COP, et avec aussi la représentation de l'Assemblée nationale. En tout cas, la France était mobilisée. Mais aujourd'hui, il vous revient, Madame la Ministre, avec le ministre Christophe Béchu, de décliner les 23 cibles de l'accord de Montréal. Alors souhaitons que
ça se déroule mieux que pour les 20 objectifs d'Aichi de 2010 qui étaient avec l'objectif de vivre en harmonie avec la nature, dont, vous le savez, 0 ont été atteints. Donc là, aujourd'hui, les 23 cibles de l'accord, j'aimerais cet après-midi vous interroger sur votre méthode et notamment sur quelle déclinaison territoriale comptez-vous mettre en œuvre? Comment associerez-vous les élus locaux à la nouvelle stratégie biodiversité 2030 donc sur le territoire national? Les solutions de protection de la nature et de la biodiversité sont bien souvent complexes à élaborer. Comment accompagner au mieux les territoires peu dotés en ingénierie? Le fonds vert, bien sûr, il doit être mobilisé pour la biodiversité, certainement au-delà des montants déjà annoncés. Et comme en plus le ministre l'a dit tout à l'heure, il vient d'être ouvert et il y a beaucoup d'attentes des collectivités locales sur beaucoup de domaines, mais il faut aussi la montée en puissance sur les questions de biodiversité. Donc voilà, c'est une question sur la mise en œuvre opérationnelle sur le territoire national. Et puis la deuxième question et le lien entre nos politiques nationales et le projet de règlement européen sur la restauration de la nature, dont l'ambition est de positionner l'Union européenne aux avant-postes du combat pour la préservation de la biodiversité. Les discussions étant en cours au Parlement européen, les modalités de mise en œuvre des mesures proposées sont donc encore sujettes à modification. Il apparaît cependant que l'objectif général est de restaurer au moins 20% des zones terrestres et marines dégradées de l'Union européenne d'ici 2030. Notre pays devra donc prendre sa part dans cet effort collectif européen sur la zone en hexagone, mais également en outre-mer. Donc, quelles sont les surfaces et les montants en jeu pour la France et quel est le pourcentage du territoire couvert par des écosystèmes dégradés? La stratégie nationale biodiversité, la restauration des écosystèmes et la mise en œuvre de la stratégie zéro artificialisation nette nécessiteront de changer d'échelle et d'accroître substantiellement les efforts financiers. Donc le président l'évoquait, comment comptez-vous y parvenir dans un contexte de renchérissement aussi du coût de l'emprunt pour l'État français? Donc il faut beaucoup de moyens. Est-ce que vous allez compter sur la grande inventivité fiscale de Bercy ou comptez-vous sur le renforcement des solutions fondées sur le principe pollueur-payeur ou encore la mise à contribution des acteurs dont les activités sont néfastes à la biodiversité? Vous avez fait état des milliards de dollars nécessaires pour la biodiversité. Donc on attend aussi une déclinaison pour notre pays. Donc merci pour vos réponses et votre engagement pour la biodiversité. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Ronan Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que je vais aller dans le sens de la ministre pour dire que c'était un accord qui n'était pas gagné quand même d'avance. Tout le monde est allé à Montréal avec beaucoup d'inquiétude. Les auditions qu'on avait pu faire dans le cadre du groupe de suivi des négociations internationales dans les 2 années qui précèdent, y compris à l'époque où on ne savait même plus si elle aurait lieu, ne permettaient pas d'être optimiste. Donc quand même un accord relativement dynamique, même si comme Guillaume Chevrollier l'a dit, à Aichi, il y avait aussi un accord, mais aucun des objectifs n'a été atteint. Donc il ne suffit pas qu'il y ait Montréal. Mais enfin, Montréal crée une dynamique, ça je crois que c'est effectivement un élément positif. Peut-être, je vais revenir effectivement, là aussi, en écho à ce que vient de dire Guillaume, sur la question des financements à venir. Parce que s'il n'y a pas les financements, les objectifs qui sont là, si on parle de restaurer 30% des terres, ça va coûter quand même un pognon de dingue, donc il va falloir trouver l'argent. Et l'argent n'est pas sur la table à ce stade. Peut-être une incise sur le fait que... alors c'était un peu dit dans votre discours, mais je pense que la France a eu raison de se battre contre la création d'un fonds spécifique, que du coup, elle en a pris, pardonnez-moi l'expression, un peu plein la gueule, y compris de la part des ONG, que je n'ai pas trouvé dans ce moment-là particulièrement, comment dire, avec la bonne hiérarchisation des enjeux, on va le dire comme ça, parce qu'effectivement, recréer des machins, on le voit, ça prend énormément de temps, c'est pas obligatoirement efficient, on perd beaucoup d'argent en fonctionnement. Donc utiliser le fonds vert, même s'il y a une capacité de réforme le Fonds mondial pour l'environnement,
même s'il a une capacité de réforme, me semble important. Il y a aussi la convergence avec le Fonds vert, qui était assez présente à Sharm el-Sheikh. On voit bien que les deux institutions essayent de travailler ensemble, sur lequel il faudra insister. Donc moi, ma question à partir de là, c'est que vous avez cité le One Forest Summit qui va venir très très vite, même peut-être un peu trop vite. C'est dans 4 semaines. On est un certain nombre à le savoir. Mais vous n'avez pas cité l'autre sommet que le président de la République nous a annoncé, qui est le sommet sur le financement, qui aura lieu, lui, en juin, à Paris, qui devrait être quand même le grand moment. Alors, est-ce que son périmètre, c'est que climat? Enfin, climat et biodiversité, on a bien compris que maintenant, tout cela allait de pair. L'occasion de dire d'ailleurs que, pour avoir échangé avec le président Larcher, avec ICCF, on va essayer d'organiser un événement des parlementaires internationaux au Sénat dans ce cadre-là. On en a parlé avec le président et avec le président de la Commission des Affaires étrangères et avec le président Macron. Donc on essaie d'avancer là-dessus. Mais que moi, je ne vois pas bien encore ce que la France va défendre dans ce cadre-là. C'est-à-dire faire des sommets, c'est important. On est quelques-uns à en organiser. Mais qu'est-ce qu'on va mettre sur la table? Les 25 milliards, ils ne vont pas tomber comme ça. C'est-à-dire, soit il y a des fiscalités internationales compliquées aujourd'hui. Guillaume l'a un peu dit, est-ce que derrière le principe pollueur-payeur, on va aller chercher les fonds de compensation climat pour la biodiversité? C'est quand même un des sujets qui est sur la table, parce que là, il y a énormément d'argent potentiellement. Mais on voit aussi, avec le rapport au vitriol qu'a publié The Guardian avant-hier, qui a été repris par Le Monde, qu'il y a énormément de greenwashing dans la compensation. Et le rapport est quand même très très sévère sur les mécanismes actuels de compensation. Donc est-ce qu'on va dans ce sens-là? Est-ce que c'est de l'argent public à travers les bailleurs? C'est vrai qu'on ne voit pas très clair. Donc si vous pouvez, si vous venez nous donner une ligne très précise à ce stade, ça serait peut-être exagéré comme demande, qu'on ait une idée quand même un peu plus précise de qu'est-ce que la France va essayer de mettre sur la table pour structurer le débat sur les financements, maintenant qu'on a l'objectif, qu'on sait que c'est à travers le Fonds pour l'environnement mondial, avec un sous-fonds pour faire plaisir à ceux qui voulaient un fonds particulier. Voilà, on a besoin d'essayer de comprendre un peu mieux vers quoi on va, surtout que c'est sur un délai court, puisque One Forest dans 1 mois et sommet sur les financements dans 6 mois, dans 5 mois maintenant, donc tout ça va aller très très vite. Je vais donner la parole encore à Denis Saint-Pé et puis à Jean-Michel Houllegatte. Et puis après, vous répondrez globalement à mes 4 collègues. La parole est à Denis Saint-Pé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre présence. J'aurais 3 questionnements pour ma part. Tout d'abord, j'aimerais vous interroger sur la séquence diplomatique et les phases de négociation qui ont précédé la conclusion de l'accord de Montréal. Avec la délégation de la Commission, nous étions sur le site de la COP15, quelques jours avant l'annonce du succès des négociations. L'optimisme n'était alors pas la tonalité majeure quand nous sommes arrivés à Montréal. Les lignes rouges et les points de blocage semblaient ne pas décroître et l'hypothèse d'un échec des négociations n'était pas exclue. Comment expliquez-vous cet heureux retournement de situation et à quoi l'attribuez-vous? J'aimerais connaître le rôle respectif de la présidence chinoise, des compromis trouvés par les négociateurs et des concessions sémantiques et quantitatives. Quelles ont été les cibles prioritaires qui ont concentré les efforts de votre ministère? Deuxième questionnement, dans le même ordre d'idées, j'aimerais connaître votre opinion sur le mécanisme de solidarité financière Nord-Sud qui ont été instaurés en faveur de la biodiversité. La question des moyens humains et financiers dédiés à la préservation de la biodiversité est évidemment centrale. Malgré les prétentions manifestement exagérées de certains pays du Sud, une trajectoire ambitieuse a pu être fixée avec la mobilisation de 30 milliards de dollars des secteurs publics et privés des pays développés d'ici à 2030 au bénéfice des pays en développement.
Ces montants ont vocation à transiter via une enveloppe spécifique du Fonds mondial pour l'environnement. Je note enfin que la France a prévu de doubler ses financements internationaux en faveur de la biodiversité à hauteur d'1 milliard d'euros par an d'ici 2025. Madame la ministre, quel mécanisme comptez-vous proposer pour évaluer la bonne allocation de ces fonds ? Les montants financiers en jeu sont extrêmement importants et il me semble primordial de s'assurer qu'ils bénéficient bien à des projets structurants pour la préservation et la reconquête de la biodiversité. Enfin, j'aurais une dernière question sur la cible 7 qui vise la réduction de moitié du risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux. Il s'agit naturellement d'un objectif que l'on ne peut que partager. Il me paraît toutefois essentiel que nous puissions accompagner les agriculteurs dans la transformation des moyens de production alimentaire. Quelle réflexion le gouvernement mène-t-il pour accélérer le développement de produits de substitution aux pesticides afin de préserver à la fois les rendements et des revenus décents aux agriculteurs? Il me semble important de ne pas opposer agriculture et biodiversité, mais au contraire de créer des complémentarités vertueuses entre pratiques agricoles et protection du vivant et des sols. Je vous remercie. C'est même indispensable de ne pas les opposer. Jean-Michel Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre disponibilité. Alors, le Président nous l'a rappelé tout à l'heure, les négociations qui ont été préalables à la COP15 ont été longues, complexes et puis semées d'embûches, en raison notamment de la multitude des approches et des perceptions de la biodiversité. On peut donc se réjouir de cet élan multilatéral et de la volonté forte qui s'est exprimée en faveur de la préservation, de la reconquête de la biodiversité. Il ne s'agit que d'un commencement. Chacun sait que les accords de ce type n'ont d'autre valeur que celle que les États veulent bien leur donner. On peut d'ailleurs se féliciter de la mobilisation de la France, qui a su, d'une certaine façon, faire en sorte que tous les acteurs, notamment les ONG, puissent, un peu sous votre autorité aussi, contribuer au succès que l'on connaît. Le cadre mondial pour la biodiversité doit désormais être mis en œuvre et évalué, en gardant bien évidemment à l'esprit, ça a été rappelé, qu'aucun des 20 objectifs d'Aichi n'a été respecté. Donc les mécanismes de mise en œuvre, d'évaluation et de mobilisation des ressources revêtent à cet égard une importance toute particulière, tout comme les indicateurs qui permettent d'apprécier les trajectoires et les écarts par rapport aux cibles. Alors ma question, elle est simple. Quelle est votre appréciation de ce qu'on appelle en français le cadre de suivi ou de reportage, les mots sur la traduction est parfois un peu complexe, du monitoring framework. Donc, quelle est votre appréciation de ce cadre de suivi? Les indicateurs utilisés peuvent-ils être produits de manière fiable dans tous les pays? Et afin de permettre des comparaisons et la coopération en matière de bonnes pratiques. Le délai de 4 ans, ne vous paraît-il pas trop lointain? Et surtout, comment corrige-t-on les trajectoires si on se rend compte que les efforts sont mal coordonnés? Puis enfin, j'ai une question subsidiaire, si je peux me permettre, c'est que la balle est désormais dans notre camp, et on l'a dit, donc la France s'est exprimée d'une voix forte, elle se doit d'être désormais exemplaire. Alors on a un outil qui est la stratégie nationale biodiversité 2030, en quoi désormais maintenant les résultats et les objectifs à atteindre suite à cette COP vont impacter cette stratégie? Quelle méthode comptez-vous utiliser pour réviser, s'il a besoin, si c'est nécessaire, notre stratégie nationale biodiversité 2030? Quelle méthode, quel calendrier, et on peut le dire aussi, parce que c'est une des questions, quels moyens supplémentaires cela va-t-il mobiliser? Madame la Ministre. J'espère vous répondre très en détail. On est dans une projection assez lointaine et j'aimerais avoir toutes les informations à vous donner. Déjà, peut-être vous donner un petit peu l'état avant cette COP15, un petit peu comment ça s'est passé. Parce que je pense que c'est intéressant aussi pour vous de voir comment, même si certains évidemment ont été présents et ont pu voir un petit peu les tensions des négociations, de savoir comment ça s'est passé, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir un petit peu ce détail d'ambiance. Donc déjà, je rappelle quand même que c'est une COP qui a été
dont la présidence était chinoise et qui se passait au Canada. Donc ça n'a pas forcément facilité au départ l'organisation de cet événement. Et donc tout le temps de l'organisation, c'est vrai que ça a un petit peu, en tout cas, complexifié l'organisation donc de cet événement à Montréal, un événement évidemment extrêmement attendu. Et je crois que c'est la mobilisation globalement et la sensibilisation d'un certain nombre d'habitants, en fait, de Français, mais au-delà même de la France, qui a permis aussi la mobilisation des dirigeants de tous les pays. Globalement, jusqu'à la fin des négociations, on a quand même eu une présidence chinoise assez absente des négociations, ne souhaitant pas forcément atteindre un accord de façon assez claire. Et puis, chemin faisant, et ça c'est le plaisir des négociations, c'est que en fait, chaque pays organisateur souhaite évidemment avoir une victoire. Et donc, sur les derniers jours, la Chine a été beaucoup plus allante. Et c'est au final, grâce à la Chine, qu'on a réussi, en tous les cas, à aboutir sur un accord. Évidemment, toutes les négociations en amont se sont menées avec des pays qui étaient beaucoup plus volontaires. Ils sont généralement assez connus, la France en premier lieu, et je ne le dis pas parce qu'on est ici à se congratuler, mais c'est une réalité. La France est extrêmement moteur au niveau européen et a défendu ardemment chaque objectif que nous étions fixés. Je le dis d'autant plus que j'ai vécu des réunions extrêmement animée où la question était posée directement à la France de savoir quel était son avis sur la question dans des réunions de commission de la Commission européenne, organisées par la Commission européenne, que nous avions très régulièrement, même chaque soir sur la dernière semaine. Et la France et l'Allemagne étaient interrogées sur ces positions, avec une Allemagne un petit peu plus absente sur cette COP, je dois le dire. Et donc, on attendait de la France de son avis et savoir quelle position elle portait. Il y a eu un moment, et d'ailleurs, vous l'avez dit, Monsieur Dantec, il y a eu un moment où, en fait, on a poussé la France à accepter un financement tout de suite dans la dernière semaine des négociations, on a tout de suite voulu avancer sur un fonds. Et on a été fortement poussé par les ONG sur ce sujet de façon un petit peu cavalière, sachant qu'en fait, c'est pas que la France ne voulait pas avancer sur un fonds, parce qu'elle s'était déjà engagée à doubler son financement. Donc c'était pas une question de mettre des moyens, c'était surtout de se dire, mais on met des moyens pourquoi ? Créer un nouveau fonds, pourquoi ? Si on n'a pas d'objectif à atteindre, honnêtement, c'était pas très engageant. Donc, on a fait bloc sur le fait de dire on n'avance pas sur cette question de financement avant qu'on sache négocier les objectifs. Et ça, c'était très important de le faire parce que je suis certaine que la position de la France, la position dure de ne pas céder sur le financement au départ, ça je vous parle, je crois que c'était le mardi-mercredi, de ne pas céder sur ce sujet, ça nous a permis d'aboutir le samedi soir à un accord ambitieux avec évidemment des objectifs, des cibles et des objectifs, et aussi le sujet du financement. Et c'est vrai qu'on était très poussé notamment par le Canada et l'Angleterre, qui souhaitaient absolument avancer sur la question du financement. Toutes les deux étaient animées. L'Angleterre pour des questions diplomatiques, parce qu'elle avait tout intérêt à montrer un engagement à l'international, sachant qu'au niveau national, elle vit un moment compliqué. Et pour le Canada, parce que c'était le pays hôte et qu'il avait tout intérêt à ce qu'il y ait au moins un engagement financier, sachant que beaucoup de pays ont pensé qu'on n'aurait qu'un accord financier et qu'au final, on n'aurait pas les objectifs que nous avons réussi à obtenir. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance générale, avec des pays qui ont été, comme à leur habitude en fait, assez différents dans la manière de s'engager. La France, évidemment, avec l'Union européenne, se retrouvait alliée avec donc le Canada, également l'Angleterre, dans la volonté d'avancer et de trouver un accord, et puis également par d'autres pays qui nous ont beaucoup aidés. Je pense notamment au Japon et à d'autres. Et puis on s'est retrouvés
face à des pays beaucoup plus réfractaires qui ne souhaitaient avancer sur aucun point. Alors chacun avait ses exigences, mais on retrouvait traditionnellement le Brésil et les pays sud-américains qui ne voulaient absolument pas avancer, notamment sur le sujet agricole et sur le sujet des pesticides, où pendant de longues journées, ils ont défendu point par point leur opposition. Et là, pour vous dire, c'est assez traditionnel. C'est-à-dire que c'est parce que beaucoup nous disaient oui, mais c'est parce que c'est encore parce qu'en fait, il y avait encore M. Bolsonaro au pouvoir et que le président Lula n'avait pas encore été investi à la tête du pays. C'était que début janvier et que là, on était au mois de décembre. Mais en fait, traditionnellement, c'est difficile de toute façon de négocier avec le Brésil sur ces sujets particulièrement. Et donc là, traditionnellement, ça a été difficile et ça l'a été aussi sur cette COP. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu l'ambiance générale. Sur les financements, sur les financements et sur les objectifs surtout qui ont été obtenus à cette COP 15, en fait, on va se servir maintenant du cadre de la COP 15 pour pouvoir définir notre stratégie nationale biodiversité. C'est pour répondre à votre question, Monsieur Chevrollier. Donc, on avait besoin de ça pour définir notre stratégie nationale biodiversité. On est en train d'avancer avec le Comité national biodiversité justement pour travailler ce cadre. Et on présentera la stratégie nationale biodiversité en mars. Donc, ça va être assez rapide. Donc là, l'équipe travaille. Et d'ailleurs, je réunissais le Comité national biodiversité juste avant de vous rejoindre aux questions au gouvernement et donc en suivant à cette audition. Jusque-là, il y avait eu un travail sur la stratégie nationale biodiversité qui était surtout sur les grands enjeux. Mais maintenant, on est vraiment en train de définir les cibles parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on les affine pour pouvoir les atteindre. C'est bien l'objectif de cette stratégie nationale biodiversité 2030. Donc, ça ne va pas être simple. Et en effet, il va falloir des financements. Il y a une étude d'ailleurs intéressante qui a été faite par les services sur le financement qui devra être déployé justement pour la stratégie nationale des biodiversités. On va se battre avec le ministre Christophe Béchu pour aller chercher ces financements, mais il est clair qu'il faudra des financements si on souhaite évidemment atteindre les cibles que nous allons affiner avec le Comité national biodiversité. Vous avez évoqué, Monsieur Chevrollier, le sujet du fonds vert. Je suis heureuse comme vous qu'enfin l'information, il y ait du coup l'ouverture donc de ces demandes qui est rendue disponible donc depuis c'était fin de semaine dernière. C'était attendu par les territoires parce que moi-même, quand je reviens sur mon territoire que j'aime beaucoup, la Gironde, on me disait, voilà, tout à fait, Monsieur le Sénateur, et on me disait régulièrement, qu'est-ce qu'il en est, j'ai rien reçu. Comment ça se fait, etc. Donc, j'en ai discuté avec Christophe Béchu et puis également avec Dominique Faure. Et en fait, il venait d'envoyer un courrier à l'ensemble des collectivités, donc pas seulement aux maires, à l'ensemble des maires de France, mais aussi à toutes les strates pour faire part donc, de son fonds vert, les démarches à faire, des démarches que je rappelle qui sont simplifiées. C'est important parce qu'en fait, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des appels à projets pour pouvoir obtenir des financements et que ce soit en fait très simple, c'est-à-dire dès que c'est en faveur de la transition écologique, il y ait une demande et puis du coup, que ce soit accepté et donc que les montants soient versés. Alors pour la biodiversité, ce sont 150 millions d'euros qui sont dédiés donc spécifiquement à la biodiversité. Moi, j'ai choisi de flécher le fonds pour que ce soit plus clair dans la dynamique qu'on souhaitait mettre en place et puis aussi pour s'assurer qu'il y ait un petit peu il y ait du financement pour chaque action parce que ça c'est aussi important et on a quand même beaucoup d'objectifs à atteindre. Concernant ce fonds, vous disiez, Monsieur Chevrollier, qu'il n'est pas suffisant. 2 milliards d'euros dédiés à la transition écologique, je pense qu'on est déjà quand même sur un montant important. Il en faudrait évidemment encore plus pour pouvoir faire une transition encore plus rapide. Mais je crois que ce qui est important, c'est de s'assurer que ce montant soit bien utilisé. Le pire serait qu'on ait ce montant qui nous reste sur les bras à la fin de l'année 2023, qui ne soit pas utilisé et que, en fait, on n'ait pas réussi. Avec Christophe Béchu, on a l'ambition d'avoir ces mêmes 2 milliards d'euros l'année prochaine. On y croit et on pense que c'est comme ça qu'on va réussir cette transition
main dans la main avec les collectivités. On a trop vu des politiques qui étaient déployées au niveau national et qui ne découlaient pas sur les territoires et qui n'infusaient pas sur les territoires. Et c'est ce qui est aussi l'utilité de ce ministère, c'est-à-dire que le fait qu'on soit en charge de la transition écologique et aussi des collectivités, c'est qu'en fait, on ne fera pas sans les collectivités. Et donc, ce fonds vert en est, moi, je crois, l'exemple. Et donc, je souhaite évidemment que vous soyez aussi les relais. Vous aurez beaucoup l'occasion de voir évidemment les élus, c'est une évidence. Et donc n'hésitez pas à en parler sur les territoires, parce qu'à mon avis, encore une fois, c'est toujours le dernier kilomètre de l'information et ce sera compliqué, encore une fois, de le faire savoir au-delà des courriers et de tous les rappels qu'on pourra faire. Ce sera toujours bon que vous le fassiez aussi sur vos territoires. Je voudrais répondre à tout le monde. Monsieur Dantec, vous aviez parlé des objectifs d'Aichi. En effet, on avait un certain nombre d'objectifs, mais en fait, on n'a pas réussi à les mettre en place, et c'était ce qui était décevant. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on s'attelle au-delà de la victoire obtenu à Montréal, c'est qu'on arrive derrière, évidemment, à avoir un suivi de ces objectifs. Donc c'est tout ça qu'on va devoir évidemment mener. On compte sur la COP16, mais on ne va pas compter de COP en COP. On a, et vous l'avez rappelé, un certain nombre de rendez-vous avec le One Forest Summit au mois de mars. Mais il n'y a pas que ce rendez-vous au mois de mars. Il y a aussi aux Nations Unies. Moi, je serai du coup à la conférence sur l'eau à New York fin mars. C'est aussi important parce qu'il n'y a pas de COP dédié à la ressource en eau, mais malgré tout, c'est un sujet qu'on sait important. Moi, je crois qu'on ne peut plus dissocier le climat, la biodiversité et l'eau. Et en fait, sur chaque événement international, on parle de ces trois sujets aujourd'hui. Donc c'est ça aussi la réussite de cette COP15, c'est qu'en fait, on avait parlé, quand je suis allée à Sharm el-Sheikh, à la COP27, on a parlé de biodiversité alors qu'on était sur une COP climat. Là, on est à la COP15, on était à la COP15 sur la biodiversité, on a parlé climat et on a parlé eau. Et je suis certaine qu'aux Nations Unies, et moi je m'y attellerai moi aussi dans les échanges que je pourrais avoir au-delà des événements qui seront organisés lors des événements sur l'eau justement aux Nations Unies, c'est de parler justement de tous ces autres sujets qui du coup nous préoccupent, et la mise en œuvre des objectifs de la COP15 en font partie. Et c'est indissociable de toute façon, parce qu'on a besoin d'eau pour la biodiversité, et la biodiversité aussi agit sur notre ressource en eau. Donc c'est aujourd'hui indissociable. Vous avez parlé également de l'événement du mois de juin. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans mon propos liminaire. C'est parce qu'en fait, on a déjà aussi l'événement du mois de mai sur le plastique, qui est un sujet important, où moi, je le rappelle à chaque événement aussi, et sur chacune des rencontres que je peux avoir avec mes homologues. En fait, on est rythmé d'événements internationaux. Je crois que c'est une dynamique qu'on a mis en place, et c'est vrai que le président nous demande beaucoup sur le sujet parce qu'il est très allant, et donc du coup nous demande d'organiser un certain nombre d'événements ou de participer à un certain nombre d'événements. Moi, je crois que c'est essentiel, en fait. Il ne faut rien lâcher sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Et on a besoin de ces événements. Souvent, on me pose la question de savoir, mais quel est l'intérêt, en fait, des événements internationaux? Vous vous rencontrez, vous vous dites quoi? Mais en fait, on avance énormément. On crante un certain nombre de choses, et en fait, sur la fois suivante, on se revoit et on avance. Donc, en fait, c'est vraiment des moments indispensables pour avancer sur ces sujets. Donc, notamment sur la COP15, on aura besoin d'un cadre structurant qui nous permettra en fait de suivre les objectifs qui ont été fixés, et il faut qu'il y ait derrière des contraintes, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à obtenir avec justement tous ceux qui se sont engagés lors de la COP15. Vous me parliez du sujet, à un moment il a été évoqué le sujet du financement. Nous, on a choisi de ne pas avoir un fonds dédié, mais qu'il y ait une réforme du FEM. On croit que c'est plus efficace parce qu'il y a déjà en fait une structure qui existe, et donc pour nous il n'y a pas été si on crée un nouveau fonds, en fait on allait avoir besoin déjà d'organiser même toute l'organisation autour de ce fonds, et en fait on aurait perdu 2 ans.
Donc là, on s'appuie sur le FEM, on va réformer le FEM pour que ce soit plus simple. Et l'idée, c'est comme ça d'avancer plus vite. Donc ça, c'est une première chose parce que c'est hyper important. Le pire serait d'avoir des fonds, mais pas de savoir attribuer les montants. C'est remonté pas mal de fois dans les discussions qu'on a eues lors de la COP15 parce que il y a parfois, malheureusement, les montants ne manquent pas. C'est-à-dire on a le budget, mais en fait, on manque souvent d'ingénierie sur les territoires. Et je pense notamment des pays en voie de développement, par exemple en Afrique, qui n'ont pas en fait l'ingénierie pour pouvoir déployer les travaux ou tout ce qui pourrait être mis en place en faveur de la biodiversité ou pour l'eau. Et en fait, ce qu'il faut, c'est permettre d'avoir le déploiement des fonds très rapidement, mais aussi de permettre d'avoir de l'ingénierie sur place. Et ça, c'est tout ça qu'il va falloir qu'on travaille. Alors, vous dire exactement comment on va réussir à avoir l'ensemble des financements, est-ce que ça va être une fiscalité ou est-ce que ça va être un fonds dédié, enfin, en tout cas d'une mobilisation financière, c'est encore un petit peu tôt, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut mobiliser les banques multilatérales de développement. On est certain aussi qu'il y a des pays qui devraient davantage contribuer, et ça, on le nie pas. La France y apporte sa part, et je crois de façon importante, et là-dessus, on n'a pas à rougir. Donc, il faut qu'on incite des pays et d'autres pays à davantage s'engager. On a vu certaines communications que nous, on a trouvé un petit peu gonflées. Je vous le dis parce qu'on est entre nous. Mais c'est vrai que quand on a vu, par exemple, le Canada qui avait annoncé, je crois que c'était 350 millions de dollars canadiens en faveur, justement, de la biodiversité, c'est pas énorme, sachant ce que met la France et compte tenu de la taille du pays et surtout de l'empreinte carbone et de ses activités. Donc bon, ils annonçaient ça comme si c'était une somme extraordinaire et ça ne l'était pas. Et donc c'est très bien, ils contribuent, mais on pense vraiment qu'ils peuvent aussi contribuer encore davantage. Et on attend aussi les États-Unis sur ce sujet, qui est un pays, évidemment, on sait ô combien, qui influe évidemment sur la biodiversité et pas de façon très positive. Madame de Saint-Pie. Je vous ai pas oublié. Vous m'avez questionné sur un certain nombre de choses. Je crois avoir évoqué en partie, en tout cas, les négociations et un petit peu l'ambiance générale qui a pu précéder, en tout cas, la COP 15. Également sur les mécanismes concernant le financement. Vous avez demandé aussi des précisions concernant les pesticides. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup, sur lequel on a beaucoup insisté. Ça n'a pas été facile d'aller chercher cet engagement. Ça s'est fait vraiment en dernière minute. Évidemment, il va falloir accompagner les agriculteurs et moi je vous rejoins sur le fait que ce soit évidemment indispensable. Il y a vraiment un discours commun et crédible qui est à construire s'agissant de la sortie des pesticides. On le voit même au niveau national. Nous-mêmes, on a l'actualité des néonicotinoïdes qui monte en France et qui montre que c'est quelque chose de très prégnant en fait dans l'opinion française. Donc il y a le futur règlement sur l'utilisation durable des pesticides et l'évolution du plan éco-phyto qui seront des leviers, je crois, majeurs, en tout cas au niveau national sur ce sujet. Et on doit évidemment continuer à travailler main dans la main avec le ministère de l'Agriculture sur la baisse de l'utilisation des pesticides. Je crois qu'on peut se le dire collectivement, on doit pouvoir faire mieux, mais on ne peut pas non plus mettre les agriculteurs en difficulté. Moi, j'en suis évidemment bien consciente. Mais vous voyez là, sur le sujet notamment des néonicotinoïdes, quand on donne la possibilité de déroger 3 années complémentaires, l'Europe nous rattrape parce que il dit à la Belgique, mais il dit aussi à la France, vous avez choisi une méthode d'avoir des semences enrobées, on n'accepte plus que vous donniez des dérogations et donc du coup on se retrouve à mettre une filière extrêmement en difficulté alors qu'on aurait préféré préparer cette étape parce que de toute façon il n'était plus possible après 2023 d'utiliser ces produits.
Les néonicotinoïdes sont un bon exemple en fait de ce qui risque de nous arriver sur d'autres substances qui seront interdites par l'Europe dans les années à venir. Donc il faut qu'on prépare la filière, qu'on l'accompagne. Et là-dessus, on avait mis des fonds complémentaires, notamment sur la recherche biocontrôle. Et je crois qu'il faut qu'on aille chercher toutes les solutions qui pourront remplacer les produits chimiques et les produits qui sont aujourd'hui contestés. C'est une attente très forte des Français. Et je pense qu'il y a un moment de il ne faudrait pas qu'on soit dans un moment de basculement où en fait, la population française n'accepte plus en fait, ces pratiques. Donc je crois qu'il faut qu'on l'accompagne et qu'on continue évidemment d'accompagner la filière, en tout cas sur ce sujet. Je parle des néonicotinoïdes parce que je pense que c'est un sujet important actuel et d'actualité. On sera aux côtés de la filière betteravière, c'est certain, pour ne pas la laisser évidemment tomber dans cette période difficile. Et puis, il faut qu'on trouve des solutions. On a quand même engagé un certain nombre de choses. Et il y a des tests qui sont réalisés là, en champ actuellement, qui sont plutôt encourageants. Donc, tant mieux. Maintenant, il faut qu'on s'assure d'avoir cette même production aussi. Donc, c'est ça la difficulté. On va voir, mais en tout cas, on avait plutôt des tests encourageants sur ce sujet. Donc, voilà, il faut qu'on accompagne la filière. Oui, Monsieur Houllegatte. Alors là, vous m'avez questionné plus précisément sur le cadre de suivi. C'est évidemment tout le rôle c'est tout le rôle du mécanisme de mise en œuvre qui permet de faire des points évidemment réguliers sur l'atteinte des cibles, mais aussi des objectifs et de rectifier la trajectoire en augmentant l'ambition. C'est un point très fort de l'accord. Et ce cadre, il va permettre d'améliorer évidemment la transparence, mais aussi le suivi, voire au besoin l'augmentation de l'ambition au niveau global. Et je crois qu'il est tout aussi important que les cibles et les objectifs. Et c'est ce qui manquait justement aux objectifs d'Aichi, ce qui a été précisé notamment par le sénateur Dantec. Et c'est important qu'il puisse maintenant être atteint. Donc, pour la mise en œuvre, il est prévu d'abord un renforcement du processus de planification nationale par l'harmonisation des stratégies et des plans d'action nationaux via un modèle commun pour communiquer d'ici à la COP16 la manière dont les cibles nationales contribuent aux cibles du cadre mondial. Donc ça, c'est une première chose. Il y a des rapports nationaux qui incluront notamment les indicateurs phares du cadre de suivi afin de permettre une analyse harmonisée et collective de la mise en œuvre. Et le suivi de cadre est donc bien plus qu'une liste d'indicateurs agréés par les pays. C'est un véritable processus pour organiser un suivi solide de la mise en œuvre à partir d'indicateurs correspondant aux objectifs et aux cibles. Donc moi, je crois que le résultat global, il est très satisfaisant. Au final, on a 26 indicateurs phares distincts et 13 indicateurs mondiaux binaires distincts qui seront en place et devront être utilisés par les parties. Voilà ce que je pouvais vous dire, messieurs, dames, sur ces premières interventions. Bien, merci. Je vais donner la parole à Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de nous rendre compte et de passer un petit moment avec nous pour répondre à nos questions. Alors moi, je vais aller directement sur quelque chose de très concret, c'est-à-dire la pollution plastique, qui est une pollution massive, à bas bruit, généralisée, invisible, notamment, puisque je vais redire une petite chose qu'il faut absolument savoir sur cette pollution. Quel que soit le morceau de plastique qui va séjourner dans l'environnement, il va se couvrir d'un biofilm, c'est-à-dire de micro-algues, de micro-mousses, de plein de petits organismes. Il va être colonisé, que ce soit dans l'océan ou dans un sol. Et ce petit morceau de plastique, ou plus gros, va donc avoir une odeur et va donc être consommé par des organismes, par des êtres vivants, vers de terre, oiseaux marins. Et donc, l'impact biodiversité est très, très important. Or, actuellement, la pollution plastique va beaucoup plus vite que toutes les mesures que nous pouvons prendre. Et donc, je suis très dubitative. Alors, j'ai bien entendu, donc les objectifs qui étaient fixés précédemment n'ont pas été atteints. Donc là, il y en a des nouveaux. C'est très bien. J'espère qu'on va aller vers quelque chose de mieux. Mais justement, par rapport à cette pollution qui est invasive et qui provient
notamment de notre surconsommation de vêtements, puisqu'elle provient majoritairement de là, et qu'on retrouve des microfibres plastiques partout sur le globe terrestre. Donc voilà, que faire? Est-ce qu'il y a des objectifs de réduction à la source, puisque nous pourrions être justement moteurs? On a quand même nos vêtements qui viennent d'Asie. Voilà, donc peut-être changer les choses à ce niveau-là. Et ma deuxième question, plus concrète également, sur le fonds vert. Donc le fonds vert est à la main des préfets. Je suis dans un département où la population n'est pas très importante. Nous ne sommes que 174 000 habitants. Est-ce que la distribution, parce que j'ai toujours pas réussi à le savoir, elle est en fonction du nombre d'habitants dans un département ou pas? Voilà ma dernière question. Merci. La parole est à Madame Filleul. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci. J'aurais deux questions à vous poser. La première qui concerne donc cet accord historique, en réalité obtenu au forceps, en particulier en raison de la résistance des pays émergents. La République démocratique du Congo s'étant exprimée à la fin de la COP15 pour exprimer son opposition finalement à cet accord, ou en tout cas à cette stratégie. Et comment, quelque part, ne pas comprendre les pays émergents dans la mesure où notre développement économique se fait encore aux dépens de la biodiversité chez eux. Je n'en veux pour preuve que ce grand projet pétrolier dans Tanzanie, par exemple. Et donc, bon, au bout du compte, on voit bien que l'aide aux pays émergents a été augmentée. Et je voulais vous poser une question sur la diplomatie française par rapport à l'utilisation de ces financements. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une stratégie dans cet organisme mondial pour savoir en direction de quel pays davantage vous orienteriez votre attention et vers quel projet et avec quelle priorité? Ma deuxième question concerne davantage le national et les villes en France qui prennent des initiatives, me semble-t-il, intéressantes pour développer, pour préserver la biodiversité. Je pense par exemple à Marseille qui veut recenser ses espaces naturels et mieux les préserver, et également à Paris qui a fait des PLU biodiversité. Mais ces villes disent combien c'est compliqué pour elles parce qu'elles n'ont pas les outils pour pouvoir mener à bien ce travail. Et je voulais vous demander si vous pensez que les PLU sont des outils possibles, des pierres pour travailler sur cette question de la préservation de la nature. Je vous remercie. La parole est à Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Alors j'avais une question sur les financements, mais Madame la Ministre, vous avez répondu avec enthousiasme et on a compris que vous allez vous battre sur le sujet, donc si je puis dire, on vous encouragera. En tout cas, sur le fonds vert, je répète ici ce que nous sommes un certain nombre à penser, c'est que c'est une bonne idée et que le fonds vert soit à la main des préfets. Je pense que c'est d'abord ce sera une garantie de consommation des crédits, et puis je pense qu'il vous faut laisser aussi un peu la main au préfet pour prendre des initiatives territoriales qui ne seraient pas dans les 14 points que vous avez initiés. C'est juste un aparté que je voulais faire là-dessus. Ma deuxième question donc, concerne les aides aux subventions néfastes à la biodiversité. L'accord signé prévoit un engagement de tous à mettre fin aux subventions néfastes à la biodiversité. Pouvez-vous nous préciser s'il existe une liste de toutes ces subventions néfastes à la biodiversité, ou à minima, quels secteurs d'activité sont concernés principalement, et quand et comment ces subventions vont-elles être arrêtées? Merci. Merci. Effectivement, c'est comme ça. Je vais répondre, mais je vais compléter la question. C'est vrai que c'est bien que ce soit à la main pour répondre à Angèle Préville. Nous, le préfet dans le département du Doubs nous a réunis. Et alors, s'il y a 500 000, alors je ne sais pas si après il faut diviser 520 000 par le montant et puis le multiplier par 170 000, je ne sais pas. Mais nous, on a 9 millions. 9 millions qui correspond à peu près, à peine en dessous à ce qu'on a au niveau de la DETR. Donc ça veut dire, il nous a organisé une belle réunion en plus, le préfet. Ça veut dire que certains dossiers DETR qu'il a sur son bureau et qui pourraient aller dans le fonds vert,
il va les enlever de la DETR, il va les mettre dans le fonds vert, et comme ça, il va libérer de l'argent pour la DETR. Alors après, je ne sais pas comment fera ton préfet, mais je te dis, nous, 520 000 habitants, 9 millions. Voilà. La parole est à Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien écouté votre remarque. Il peut y avoir un risque, hein, c'est-à-dire qu'on prend les dossiers qui sont, entre guillemets, fonds verts de la DETR pour le mettre dans le fonds vert, mais ça ne va pas faire l'effet levier éventuellement attendu. Mais c'est juste une petite remarque. Je voudrais simplement revenir sur la question de la planification et par rapport aux enjeux effectivement de la COP et la question que toujours il n'y a pas suffisamment d'effets contraignants quelque part dans les négociations. S'il peut y avoir des objectifs qui sont fixés, il y a peu d'effets contraignants aujourd'hui. Et comme il y a peu d'effets contraignants aujourd'hui, on a aussi du mal à avancer sur la question de la fiscalité et la question aussi de la politique des moyens quelque part. C'est souvent un corollaire. Mais pour ce qui concerne notre pays, c'est intéressant de regarder d'un peu plus près comment on va traduire justement nos intentions, qu'elles soient au travers de la COP ou les intentions nationales et gouvernementales. Notamment, ça avait commencé à être abordé par Guillaume Chevrollier dans une volonté de planification et aussi de politique de résultats. La planification, on avait commencé à l'aborder aussi dans le cas de ZNR en disant qu'il faut aussi s'appuyer sur les SCOT. Et les SCOT, il y avait des trames vertes, il y a aussi des trames pourpres qui peuvent exister aujourd'hui. Et la question de la biodiversité peut peut-être s'affirmer au-delà même du PADD aujourd'hui et donc se décliner au niveau des PLUI. Effectivement, il peut y avoir un intérêt particulier à ce niveau-là. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est en termes de politique de résultats, d'une part, qu'est-ce que produisent les démarches qui sont vertueuses aujourd'hui ? Et donc, quelque part, quelles sont les évaluations qu'on met en place? Et on peut attendre au niveau de la stratégie nationale biodiversité, qu'elle s'appuie au niveau régional, au niveau des offices régionaux de la biodiversité, mais qu'elle s'inclut aussi dans les contrats de plan État-région, dans une politique aussi croisée avec la région, sur des objectifs aussi de résultats qui pourraient être assignés. Ensuite, il serait intéressant que ces objectifs ou cette contractualisation se déclinent en relation avec à la fois les départements et les métropoles dans une procédure aussi contractuelle pour qu'on ait aussi des objectifs de résultats sur les différents niveaux de collectivité territoriale et de planification, pourquoi pas, à l'échelle des SCOT. Donc j'aimerais avoir aussi votre point de vue sur ce sujet-là. Le deuxième point que je souhaitais aussi aborder avec vous, parce que pour moi c'est un corollaire, tout projet impactant aujourd'hui se doit de trouver des compensations, mais la qualité et l'évaluation des compensations posent question aujourd'hui dans notre pays. Et si elles existent, elles ne sont pas suffisamment mises en valeur pour démontrer le fait que quand on a un projet impactant, on a aussi des compensations qui peuvent être efficaces. C'est un sujet qui est majeur pour pouvoir accompagner l'accessibilité à la fois ou l'acceptabilité au niveau des projets. Et c'est intéressant aussi parce que c'est pour promouvoir des démarches qui pourraient être vertueuses et essayer d'avoir une culture aussi du résultat dans notre pays sur ces différentes stratégies. Donc j'aimerais aussi avoir votre point de vue sur ce sujet. Merci. Je vais donner la parole à Louis-Jean de Nicolaï. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce qui concerne la biodiversité? Que s'il y en a plus, je donnerai la parole pour d'autres questions. Au profit de la présence de Madame la Ministre. Monsieur Favreau, après Louis-Jean de Nicolaï. D'accord. Louis-Jean. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question ne concerne pas la COP15, mais concerne le Canada aussi. Donc, j'en profite pour cela. C'est que nous avons eu ce matin une réunion sur le groupe qui travaille sur les cultures traditionnelles et notamment le problème de la lentille. Et donc la lentille en France produisait à peu près 40 000 tonnes en 2019-2020, est tombée à 19 000 tonnes aujourd'hui parce qu'il y a un insecte, cher à notre collègue Laurent Duplon, un insecte qui s'appelle la bruche et qui abîme l'ensemble des gousses de lentilles lorsqu'ils sont blancs. L'inquiétude de la profession des lentilles, c'est que ils ont demandé à l'INRA d'essayer de travailler, plutôt que traiter, d'essayer de trouver d'autres substances pour permettre de travailler. L'INRA dit, vous êtes trop petit, ça ne nous intéresse pas. Et donc je vous le dis, parce que le Canada, qui fait à peu près 40% des importations en France de lentilles, aujourd'hui, la France, qui avait une place assez importante au niveau des lentilles, ils n'arrivent pas à des
pas les universités, des chercheurs en fait, hein, pour essayer de trouver, dans le cadre de la biodiversité, de l'amélioration, parce que l'INRA dit maintenant 19 000 tonnes, écoutez, c'est trop petit, il n'y a pas assez d'hectares non plus pour essayer de vous aider à trouver cela. Je me permets de vous le dire parce que c'est arrivé, c'est tout frais si je puis dire, et c'est une excellente soupe d'ailleurs, la lentille. Monsieur Favreau. Oui, l'essentiel de la question que je voulais poser a déjà été abordé par mes collègues Sampé et Gillet, mais je voulais revenir sur les engagements qui sont pris et sur le contrôle de ces engagements. Et quand on parle de ces engagements dans le monde agricole, on a souvent le retour de nos agriculteurs que ces engagements, notamment au niveau de la biodiversité, et notamment et plus précisément de l'usage des pesticides et des nitrates, finalement ne sont pas respectés par les autres pays européens. Alors là, on ne parle pas de l'Europe, on parle des engagements de Montréal, mais c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'il existe véritablement un contrôle qui permette de savoir si les engagements de Montréal, voire les directives de l'Europe, sont véritablement respectés par nos pays, les pays de l'Europe, qui sont nos partenaires au niveau européen. Merci. Monsieur Marchand. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir, Madame la Ministre, sur le triptyque que vous avez évoqué, climat, biodiversité, eau, et pour signaler à mes collègues que l'Union interparlementaire à l'Assemblée de tous les parlements du monde organise, à l'invitation de l'ONU, 2 journées d'audition les 13 et 14 février sur cette thématique de l'eau, et que nous ne manquerons pas, bien évidemment, de vous rendre compte, puisqu'avec Hervé Moret, nous représenterons le Sénat. Et dire aussi que votre audition intervient à la veille de la Journée mondiale des zones humides, me semble-t-il. Je pense que vous serez demain dans le département de l'Indre. Vous auriez pu venir dans le département du Nord, mais que voulez-vous, nul n'est parfait. Vous posez cette question toute simple, puisque vous nous aviez, lors de votre précédente audition au mois de novembre, ici dans cette salle, indiqué quelle était votre stratégie en matière de développement des zones humides. Alors, est-ce que cette stratégie va s'amplifier à l'aune des conclusions que vous avez pu nous rappeler, donc avec les perspectives qui sont celles tracées par 2030 ? Merci. Madame la Ministre. Des questions très diverses. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions ou les remarques, et je vais commencer sur le sujet de la pollution plastique. Donc en effet, vous avez raison, enfin je veux dire c'est un véritable fléau, et il faut qu'on arrive à agir sur ce sujet. La France est vraiment extrêmement moteur sur cette question. On est extrêmement conscient de la situation, et le président de la République nous a vraiment demandé d'agir sur ce sujet. C'est pour ça que à tous nos entretiens en bilatéral, on rappelle cet objectif de travailler sur ce sujet. On a également un groupement de pays qui est en train de se former justement sur la lutte contre les plastiques. On est maintenant une 50aine de pays à avoir rejoint cette dynamique. Donc c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive évidemment à regrouper les pays pour qu'il y ait cette dynamique qui s'opère. La France organise donc la 2e réunion pour justement faire en sorte qu'on ait un traité qui soit contraignant sur le plastique. Et donc ce sera fin mai 2023 à Paris. Les dates sont déjà calées, je ne les ai plus exactement en tête, mais c'est vraiment fin mai, début juin. Et donc, ce sera quasiment une semaine à Paris. L'idée, c'est évidemment de travailler sur la réduction de la production à la source, évidemment. Cet objectif, nous le portons avec notamment un certain nombre de contraintes qu'on a déjà, des choses qu'on a déjà mis dans le marbre dans la loi, notamment AGEC, avec la fin des emballages plastiques à usage unique. Et ça, c'est donc très bientôt, parce que c'est quand même en 2040. Donc pour cela, il faut qu'on travaille à la réduction des plastiques. Ça passe évidemment par tout ce qu'on a déjà initié. Vous savez qu'en 2020 et 2021, il y a la fin donc, de tout ce qui est plastique qu'on considère vraiment inutile
les cotons-tiges, tout ce qui nous permet les couverts, les verres, les assiettes, tout ce qui a disparu depuis 2021. On a également, depuis le 1er janvier 2023, la fin de la vaisselle jetable lorsqu'il y a une restauration assise. Ça concerne quand même beaucoup d'établissements. Donc tous les restaurants qui ont plus de 20 places assises ne peuvent plus servir sur place. Du plastique jetable, et donc doivent trouver des solutions de remplacement avec des vaisselles qui sont nettoyables. Donc on souhaite que cet objectif soit tenu. On a tout de suite sur ce sujet fait un déplacement avec le ministre Christophe Béchu dès le 2 janvier pour montrer justement que c'était un marqueur important. Et on est allé dans une enseigne de fast-food connue, très connue, qui du coup a mis en place, dans 90% de ces restaurants, cette nouvelle mesure. Et c'était important en fait de montrer ceux qui font bien pour aussi pouvoir pointer ceux qui font mal. Et donc 3 jours après, on recevait la plupart de ces enseignes au ministère pour leur signifier cette obligation. Il y a une grande disparité dans l'application de cette mesure, avec, je vous le dis, certains qui sont à 90% de leur restaurant au niveau, et puis d'autres qui sont même pas à 10%, d'autres qui n'ont pas commencé. Et donc, on a montré notre engagement, on leur a demandé de nous envoyer une feuille de route dans les 15 jours. Je vous le dis ici, 50% de ces enseignes seulement nous ont envoyé la feuille de route. Donc maintenant, des décisions doivent être prises pour justement faire appliquer cette mesure. Je pense qu'il faut qu'on s'attaque tout de suite à la restauration en réseau, c'est-à-dire celles qui ont une marque très connue. Et puis évidemment, toutes les enseignes ou tous les restaurants, même celui qui a un seul restaurant, qui a vu plus de 20 places assises, doit aussi l'appliquer dans son établissement. Et personne n'est exempté à part celui qui a moins de 20 places assises. C'est important, j'insiste sur ce sujet, parce que c'est plus d'1 milliard de nombre entre le verre, la fourchette, et c'est d'objets, merci. Et c'est vraiment considérable l'économie de déchets qu'on peut faire, et donc c'est toujours ça de gagner sur nos ressources. Il y a aussi les emballages sur les fruits et légumes. Vous savez qu'il y a eu une réécriture en cours du décret, et c'est important aussi, ça faisait partie de la loi AGEC, et c'est quelque chose que nous souhaitons évidemment continuer à déployer, avec certaines exemptions, parce qu'il y a certains fruits et légumes qui peuvent être considérés trop fragiles pour pouvoir ne pas avoir la possibilité d'être emballés, mais ça doit rester l'exception. Le but étant de se débarrasser du plastique que nous considérons inutile. Et un concombre emballé, non, c'est pas ça, c'est plus envisageable en 2023. Vous avez parlé de la filière textile, et je vous remercie, parce que c'est aussi l'une des activités les plus polluantes et l'une des industries les plus polluantes. Sur ce sujet, on accompagne beaucoup la filière pour changer les pratiques. Déjà, vous savez, je connais bien cette filière par rapport à mes engagements avant de rentrer en politique, et donc en connaissance de cause, je peux vous parler de ce secteur. Et c'est vrai que c'est un secteur qui produit principalement à l'étranger, dans des conditions extrêmement mauvaises pour beaucoup d'enseignes. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est accompagner pour qu'on refasse davantage déjà en France. C'est déjà une bonne chose. Et donc, pour ça, on accompagne par des fonds qui permettent notamment d'inciter des entreprises françaises à déjà reproduire en France, mais aussi utiliser de la fibre qui serait de la fibre recyclée. On a été en déplacement avec le ministre en Mayenne sur ce sujet, rencontré un industriel. Voilà, exactement. Vous étiez présent, Monsieur Chevrollier. Et donc, on a mis en valeur cette entreprise, et surtout notifié un certain nombre de fonds que nous avons déployés pour accompagner justement ceux qui décident de fabriquer de façon beaucoup plus vertueuse. Et donc, cette entreprise
je n'ose pas citer ici parce que ça veut dire faire un peu de publicité, mais malgré tout, c'est toujours... je vous laisserai peut-être le faire tout à l'heure. mais en fait, c'est important de le signaler puisque cette entreprise, en fait, donc, utilise de la fibre recyclée. Et cette fibre recyclée, en fait, nous, on l'accompagne justement par un bonus. Donc, on favorise, en fait, cette entreprise. Et avec ce bonus, ça permet, en fait, d'avoir des coûts moindres et donc, du coup, de pouvoir le faire en France dans les meilleures conditions. Et donc ça, c'est intéressant parce que... Merci beaucoup. Il n'est pas dans un verre plastique. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on est dans un processus où on va réutiliser de la matière recyclée. Pour ça, il faut qu'on a aussi déployé un fonds qui nous permet de favoriser la collecte, parce qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de vêtements qui sont achetés en masse, mais aussi beaucoup qui sont jetés. Et aujourd'hui, c'est mal collecté. Et on sait très bien, tous les déchets, lorsqu'ils sont mal collectés, ils sont mal triés et donc ils sont mal recyclés. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer cette matière, pouvoir utiliser, donc la recycler et pouvoir réutiliser la fibre pour ce type d'industrie qui va pouvoir en fait récupérer la matière et donc du coup en refaire un vêtement. Ce qui va du coup nous permettre de plus considérer ce produit comme un déchet, mais bien comme de l'économie circulaire. Et donc, c'est ça qui va favoriser notamment le réemploi, donc, le recyclage, et donc du coup d'avoir des fabrications plus vertueuses. Et puis aussi, on a un fonds dédié au réemploi, c'est-à-dire qu'on a des vêtements qui, du coup, ne sont pas passés de mode, qui sont un peu abîmés, sur lesquels on peut remettre un bouton, recoudre une partie du vêtement et qui peut être remis à la vente. Et ça, il y a de plus en plus d'initiatives comme celle-ci. Et je vous parle d'un exemple. J'étais en déplacement à Bordeaux vendredi de la semaine dernière et j'ai été découvrir donc un magasin que je ne connaissais pas encore et qui est vraiment dans une rue extrêmement passante de Bordeaux et qui propose en partie dans son magasin uniquement des vêtements qui sont issus du réemploi. Et donc c'est un partenariat avec le Relais. Vous connaissez tous, c'est évidemment le Relais qui récupère des vêtements et qui du coup donc permet donc la remise, le réemploi donc de ces vêtements et donc du coup de le remettre en magasin. Et donc on a des initiatives comme ça qui sont accompagnées par des fonds, le fonds réemploi et également au-delà même en fait, on avait tendance à financer uniquement le fonctionnement de ces enseignes en économie sociale et solidaire. Et là, on va financer aussi l'investissement. C'est important parce qu'en fait, jusque-là, elle se disait, mais moi, en fait, c'est bien, je vous m'accompagnez dans le fonctionnement, mais comment je fais pour développer mon activité et investir? Et donc, du coup, on a également permis mis en œuvre des contrats impact, c'est-à-dire qu'on permet donc à des enseignes de pouvoir investir sur ce type de production, en fait, d'activités vertueuses. Et pour ça, en fait, on permet donc d'avoir des fonds privés et en fait, c'est soutenu par l'État. Donc c'est rassurant pour les acteurs privés de pouvoir donc d'investir sur cette économie sociale et solidaire qui favorise le réemploi, par exemple, du textile. Et en même temps, l'État assure en fait l'investissement. Et donc, ça permet comme ça de rassurer les acteurs du privé. Voilà ce que je peux vous dire sur le plastique et le textile. Le plastique aussi, bon, je le dis parce que j'ai lancé la concertation donc avec les parties prenantes lundi sur le sujet de la consigne, mais au-delà, c'est la gestion même de nos déchets. La consigne est une excuse, quelque part, pour aborder la question de la gestion de nos déchets. On a des objectifs extrêmement ambitieux à atteindre d'ici très peu de temps sur le recyclage et le réemploi. Sur le recyclage, si je vous donne un exemple, recyclage notamment des bouteilles plastiques, on doit atteindre 77% de bouteilles recyclées d'ici 2025 et 90% d'ici 2029. On est aujourd'hui à 61%. Donc on est loin de l'objectif et on a une grande marche à franchir. On a de grandes disparités sur notre territoire, des régions qui
qui ont aujourd'hui un taux de collecte et un taux de recyclage très important, de plus de 80%, et vraiment, elles ont fait un travail considérable. Je pense, je les nomme ici, les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté notamment. Et puis, deux autres, par exemple, qui sont à moins de 50% aujourd'hui, la région PACA et la région Île-de-France. Donc moi, je m'interroge sur qu'est-ce qui fait que certaines régions arrivent à être meilleures et d'autres ne le sont pas assez. Il y a plusieurs pistes. La première, on est rigoureux, nous, en Bourgogne. Mais oui, Monsieur le Président, tout à fait. C'est une des explications. Je ne l'ai pas cité, mais c'est une des explications. Non, la première, c'est que on a des régions qui sont plus touristiques que d'autres. Est-ce que c'est une des raisons? Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on est une région touristique, plus on utilise la poubelle de rue. Et donc, est-ce que c'est ce qui justifierait, en tous les cas, d'avoir un geste de tri qui n'est pas facilité et donc, du coup, une mauvaise collecte? Ça peut l'expliquer. Certaines régions ont mis en place la tarification incitative. Et donc, moi, j'appelle à avoir les retours d'expérience pour voir si ces régions qui ont mis en place la tarification incitative, ça a eu une réelle vertu dans la collecte et le tri. Il y a aussi la généralisation du bac de tri, le bac jaune. Certaines ont mis en place la généralisation avant que ce soit généralisé sur l'ensemble de la France au 1er janvier 2023. Donc, est-ce que c'est ça qui justifie aussi cette dynamique? Quoi qu'il arrive, l'objectif qu'on atteint au maximum, c'est 81%. Donc, il nous reste 9 points de progression à atteindre. Et donc, aujourd'hui, aucune des régions n'est à 90%. Et moi, je ne peux pas oublier l'objectif que nous avons, qui est de 90% de bouteilles recyclées d'ici 2029. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne vous ai pas cité les canettes, je ne vous ai pas cité les briques, et je ne vous ai pas cité non plus notre objectif de réemploi, notamment en bouteilles de verre. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des objectifs importants à atteindre et que nous devons être au rendez-vous. Donc la question se pose de la méthode. Et je constate que tous ceux qui atteignent plus de 90% chez nos voisins européens ont mis en place la consigne. Maintenant, moi, j'arrive pas bille en tête dans cette concertation en disant je veux mettre en place la consigne. C'est pas mon objectif. Et si on n'aboutit pas sur la consigne au mois de juin, c'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés en termes de recyclage et de réemploi. Et notamment en termes de réemploi, c'est d'ici 2030, on doit diviser par 2 les bouteilles jetables d'ici 2030. Donc c'est comment on fait pour booster le réemploi dans notre pays. Voilà, c'est la question qui est posée notamment sur la gestion de nos déchets. Et donc je me permettais de rebondir par rapport à votre question sur le plastique, parce que je crois que nos déchets, il y a beaucoup de plastique à l'intérieur de nos déchets. Donc je pense que c'est peut-être important que je puisse donner plus de détails sur cette concertation qui va durer donc jusqu'au mois de juin. Je pense que vous aurez quelque chose à me dire après. Je réponds et puis voilà. Donc, sans transition, je change de sujet. On a parlé notamment du fonds vert et du fait que vous avez un très bon préfet. Ça c'est vrai. Qui vous a... parce qu'on va nous le piquer. Mais... Vous avez raison, il y a beaucoup de turnover en ce moment. Les préfets ont été réunis lundi dernier par Christophe Béchu en présence de Dominique Faure, justement pour rappeler l'intérêt du fonds vert et au-delà de tout ce qu'on fait pour les collectivités, et donc la nécessité de faire passer le message sur les territoires et donc d'organiser ce type de réunion sur les territoires. Donc votre préfet a dû anticiper cela parce qu'il n'a pas attendu. Voilà, donc il n'a pas attendu la demande du ministère, mais c'est bien parce que on avait des remontées comme quoi justement ça n'infusait pas sur les territoires. Donc on demande au préfet d'organiser ce type de réunion pour justement, au-delà des courriers qui ont été envoyés par le ministère, que ce soit clair et qu'il y ait cette information qui soit passée. Je vous rassure sur les critères qui ont été définis pour allouer les sommes dans les territoires. Évidemment, on n'a pas fait au prorata des habitants, parce que sinon, il y a des territoires qui auraient été un peu plus dépourvus que d'autres, et d'autres bien trop gâtés. Et donc, il y a différents critères que là, je ne peux pas vous donner, mais en tout cas, je vous assure vraiment qu'on a été très vigilants là-dessus, et qu'il y a de l'argent qui est vraiment dédié à la ruralité pour ne pas laisser trop de disparités pour nos territoires. Madame la sénatrice Filleul, vous m'avez parlé biodiversité et PLU. Et oui,
ça peut être lié évidemment parce que le PLU c'est l'aménagement et donc biodiversité, évidemment. Enfin, pour moi il y a un lien direct. Monsieur Gillet, il est parti. Non, mais c'était pas pour signifier son départ, mais c'était pour savoir si je répondais ou pas. Mais c'était, en tout cas, il a posé il a donné une idée qui est intéressante. C'est que, en fait, une fois qu'on aurait déterminé la stratégie nationale biodiversité, c'est de voir comment on la fait découler dans les territoires. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau de le coupler avec le plan État-région, enfin, clairement. Donc, en fait, demain, il faudra voir comment on peut faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Et donc, que la stratégie nationale de biodiversité, on aura défini des critères qui seront contraignants et des cibles qu'on aura à atteindre. Il faudra qu'évidemment, ça corrobore avec les plans qui sont mis en place par les collectivités. Et pour ça, il faut qu'il y ait des instances de discussion, il faut qu'on les imagine. Mais on n'est pas, clairement, aujourd'hui, je vous le dis, on n'est pas à ce niveau-là de finesse dans la mise en œuvre. Monsieur, alors je ne connaissais pas cette histoire des lentilles. Voilà, je vous le dis en toute humilité. Ben voilà. Bon, je suis excusée. Alors, non, mais c'est intéressant. Oui. Je crois qu'on a besoin de soutien pour les aider à faire cette transition entre les pesticides et puis d'autres possibilités. Alors, non, alors c'est vrai que l'INRA ne peut pas travailler sur tous les sujets et donc doit sélectionner. Par contre, je sais qu'on a un délégué interministériel qui travaille ce qu'on appelle aux usages orphelins, pesticides. C'est du coup des petites productions qui, du coup, intéressent pas forcément les scientifiques de l'INRA, mais qui, du coup, ont intérêt pour les filières agricoles françaises et donc sur lesquelles on est en capacité quand même de faire un certain nombre de recherches. Et je sais que le ministre Fesneau, justement, avait rappelé justement le travail fait par le délégué interministériel justement sur les usages orphelins. C'est plus globalement, les lentilles, plus globalement, il y a un travail qui devrait être présenté sur les fruits et légumes. Et je sais qu'il y a une stratégie, justement, fruits et légumes qui sera présentée prochainement par le ministre Fesneau pour qu'on garantisse justement la souveraineté alimentaire dans notre pays. Donc ça, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et on travaille de concert sur ce sujet parce qu'évidemment, l'agriculture, il y a souvent le ministère de la Transition écologique qui n'est pas loin pour... voilà, donc on est obligé de travailler ensemble. Mais voilà, je ne connaissais pas la situation des lentilles, mais je sais qu'on a un travail sur les usages orphelins. Donc en tout cas, c'est sûr que ça pourra rentrer dans ce cadre. Il y avait également... Oui, bien sûr, sur les zones humides. Aussi, alors il y a Monsieur Favreau et il y avait le sujet aussi des zones humides, mais est parti. Et c'est dommage parce que je lui aurais fait une réponse complète, mais c'est vrai que c'est la journée mondiale des zones humides. Donc demain, je serai en déplacement sur ce sujet. C'est évidemment des véritables réservoirs de biologiques et il est important qu'on les préserve. Donc j'en dirai plus la prochaine fois. C'est un peu délicat de répondre à une question si le sénateur n'est plus là. Et Monsieur Favreau, c'était en lien avec ce qu'avait dit d'ailleurs Monsieur Gillet. Excusez-moi, je reprends mes notes parce que j'ai noté un certain nombre de choses. Est-ce que vous voulez bien me rappeler l'essentiel? Excusez-moi, mais... Ah oui, c'est toute la difficulté. Je vous le dis, voilà, la réciprocité en termes sur un accord mondial, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que l'accord, il engage ceux qui signent cet accord. Et après, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs un certain nombre de choses qu'on a mis en place aussi pour le suivi de cet accord.
Ça, c'est effectif et ça fonctionne et ça va surtout fonctionner parce que c'est par rapport à... On a appris aussi des précédents accords qui n'ont pas fonctionné et notamment les accords d'Aïchi qui ont été signalés par le sénateur Dantec où on n'a pas réussi, après avoir obtenu un certain nombre d'objectifs, on n'a pas réussi en fait à les voir se concrétiser. Donc l'objectif, c'est que ça ne se reproduise pas. Donc pour ça, il va falloir qu'on suive ça de près. Le tout, c'est la contrainte derrière. C'est-à-dire que si on peut suivre, mais si le pays ne le met pas en place, aujourd'hui, on n'a pas les actions de contrainte. Ça, c'est une réalité, et je vous le dis très franchement ici. Donc, il faudra qu'on soit évidemment aller chercher jusque-là les actions, mais c'est difficile d'aller contraindre si un pays ne met pas en place les objectifs sur lesquels il s'est engagé. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'un pays n'a pas envie d'être d'être mal considéré aussi sur la scène internationale. Donc, si la plupart des pays suivent leurs objectifs et qu'il y en a quelques-uns qui ne les suivent pas, ils seront de toute façon aujourd'hui un peu montés du doigt. Il y avoir une confusion parce que j'ai évoqué, moi, d'un côté, la convention au micro. Il y a des possibilités de contrainte. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ? Oui, excusez-moi, j'étais surprise de votre question parce qu'en fait, on en a, bien sûr. Et d'ailleurs, quand la France ne respecte pas ses propres obligations, elle est rappelée à l'ordre. On l'a vu notamment sur les néonicotinoïdes, je l'ai abordé un petit peu, mais sur bien d'autres sujets. Donc, je crois qu'au niveau européen, justement, l'Europe nous rappelle régulièrement à l'ordre sur un certain nombre d'engagements pris et qui ne sont pas tenus ou des nouvelles règles européennes qui ne sont pas appliquées. Et ça, pour tous les pays de l'Union européenne. Hein. Donc... Voilà. La parole est à Martha de Cidrac. Merci, Président. Mais en fait, comme ma question porte sur l'économie circulaire, il était normal que je patiente. Et je suis très heureuse que Madame la Ministre ait déjà commencé, en fait, d'une certaine manière, à aborder le sujet de l'économie circulaire. Donc, ma question portera là-dessus. Vous avez évoqué, Madame la secrétaire d'État, le lancement, le 30 janvier dernier, de la concertation concernant donc la mise en place de la consigne plastique. Je souhaitais juste rappeler que dans le cadre de la loi AGEC, la loi permet, en fait, au gouvernement de définir dès 2023, nous y sommes, les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi, vous l'avez d'ailleurs appelé, sur le fondement de bilans annuels réalisés par l'ADEME, si les performances cibles ne sont pas atteintes et après concertation avec les parties prenantes. L'objet de la concertation. Toutefois, je constate, et c'était ma première question, que la loi, je le rappelle aussi, avait prévu un séquençage et qui était le suivant. D'abord, la publication du bilan annuel de l'ADEME, puis la concertation avec les parties prenantes. N'est-il pas étonnant de commencer cette concertation avant la publication du rapport de l'ADEME? Donc j'aimerais, en tout état de cause, que vous nous donniez des éléments de calendrier plus précis, tant sur la concertation initiée la semaine passée que sur les travaux de l'ADEME. J'aimerais également, si vous le permettez, que vous clarifiez votre intention. Souhaitez-vous mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique? Le gouvernement commence-t-il ces concertations avec un a priori? Puisque, comme j'ai envie de dire, le process est un peu inversé, on peut se poser légitimement la question, si vous permettez. Vous ne serez pas surpris si je partage avec vous aujourd'hui mon opposition déjà exprimée par les associations de collectivités territoriales qui estiment qu'un tel dispositif ajouterait de la complexité au geste de tri et serait préjudiciable à la réduction des déchets. Je rappelle en outre que dans son rapport de mars 2021, l'ADEME avait estimé que la cible européenne d'un taux de collecte pour recyclage de 90% à l'horizon 2029 était atteignable sans consigne à condition d'actionner plusieurs leviers d'action. Vous l'avez évoqué rapidement dans vos propos, parmi lesquels le tri de la source des biodéchets, la densification des points d'apport pour la collecte de proximité ou encore la mise en place de la tarification incitative.
sur ces différents points, Madame la secrétaire d'État, notamment sur la facilitation pour les collectivités territoriales de la mise en place d'une tarification incitative, l'État et les éco-organismes peuvent et doivent en faire plus. Pensez-vous que les leviers autres que cette consigne soient suffisamment exploités ? Voilà, donc j'ai ces 3 questions pour vous aujourd'hui, parce que je pense que c'est un sujet qui est éminemment important. Nous arrivons à une période stratégique pour la mise en place de cette mesure, et nous aimerions pouvoir avoir justement les réponses sur ces points-là. Je vous remercie. Je vous réponds tout de suite. Alors, donc c'est vrai que j'ai déjà commencé à exposer un certain nombre de choses sur cette concertation qui donc commence, a été lancée donc lundi. Déjà vous dire que je ne pars avec aucune conviction. Je vous dis en toute humilité, je ne sais pas tout, et j'ai envie d'apprendre lors de cette concertation. Quand je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de leviers que je propose, mais qui, je ne sais pas si elles sont vraiment, enfin ces leviers-là sont vraiment à l'origine des bons résultats de certaines régions. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va être dit justement par ces acteurs qui seront présents. Notamment sur, par exemple, la tarification incitative. On a eu plusieurs modèles qui ont été testés dans les différentes régions. Donc c'est difficile de dire telle ou telle méthode a fonctionné. Donc c'est pour ça que j'attends de voir, moi, ce qui s'est passé réellement sur les territoires pour savoir ce qui fonctionne. Encore une fois, sur cette concertation, je ne pars pas avec l'objectif de mettre en place la consigne, et je ne vous le dis pas parce que j'ai envie d'aboutir sur la consigne. Il est évident, je sais que le sujet de la consigne crée quelques crispations, et plus que ça d'ailleurs pour certains acteurs. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette en place un certain nombre de leviers, un certain nombre de solutions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je ne peux pas, en tant que membre du gouvernement, m'asseoir sur les objectifs sur lesquels et les engagements sur lesquels on s'est engagé et les engagements que nous avons pris. Donc, moi, partant de là, je cherche toutes les solutions qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Si c'est la tarification incitative qui doit être généralisée, adaptée en fonction des territoires, ce sera la tarification incitative. Si c'est la généralisation du bac jaune qui suffit, dans ces cas-là, tant mieux. Et ça veut dire que depuis le 1er janvier 2023, avec des rappels du bon geste de tri, ce sera suffisant. Si c'est améliorer simplement le tri ou faciliter le geste de tri avec les poubelles de rue, bon, je ne suis pas sûre qu'en tout cas, toutes ces mesures-là permettent d'atteindre nos objectifs. Et donc, aujourd'hui, je cherche à savoir comment on réussit toutes ces régions qui ont aujourd'hui plus de 80% de collecte et de recyclage. Je ne suis pas sûre que ça suffise dans certains territoires, pour les raisons que je vous ai évoquées, notamment de la mauvaise gestion des poubelles de rue, notamment, qui est un vrai sujet dans certains territoires, et qui, du coup, avec simplement la tarification incitative, simplement la généralisation du bac jaune, peut-être, ça ne suffira pas pour atteindre un bon taux de collecte et de tri. Voilà, donc moi, je compare en tous les cas avec les pays voisins. Il y a une cartographie qui était intéressante, qui a été montrée lors justement du lancement de cette concertation, avec beaucoup de pays voisins qui le mettent en place. La question a été posée de dire, mais oui, mais si vous ne mettez pas en place la consigne, est-ce que l'Europe ne va pas nous obliger à le faire, au final, in fine? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que dit l'Europe. L'Europe dit, c'est ce que si vous n'atteignez pas les objectifs fixés, c'est-à-dire, j'ai donné pour le plastique à 90% en 2029. Pour les canettes, c'est 90% aussi d'ici 2030. Pour les emballages en briques, c'est 85%. Et on n'a pas d'objectif de recyclage particulièrement sur le verre, où on est déjà quand même assez performant. On est aujourd'hui à 79%. Donc voilà l'état des lieux. Et je ne pars avec aucune intention dans cette concertation. Bien sûr, bien sûr. On peut. Vous permettez que... Pardon, oui, je dis bien sûr, alors, mais ce n'est pas moi qui... Oui, effectivement, ça sera un débat, je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre de toute façon. Toutefois, le sens de mes questions n'était pas tout à fait celui-là, c'est-à-dire quelles peuvent être les mesures que l'on peut mettre en place.
Dans la loi AGEC, nous avions voté en fait un process qui consistait à dire nous allons demander à l'ADEME de faire un bilan. Voilà, de faire un bilan, de voir où nous en sommes et en fonction des résultats que l'on obtiendra à tel horizon, on voit et on se reparle justement, d'où la concertation, on se reparle s'il y a lieu de mettre ou pas la consigne. Première chose. Deuxième chose, pendant tout ce laps de temps, donc ces 3 années que nous avons laissé se faire en fait, se mener toute cette réflexion et les éventuelles mises en place des mesures dans nos différents territoires, l'État et les éco-organismes devaient accompagner en fait tout ce travail dans nos territoires. Donc ma dernière question que je vous ai posée consiste à dire, pensez-vous que cela a été fait? Parce que vous comprenez bien que ma question n'est pas innocente. On voit bien que dans certaines collectivités, il y a le Parlement s'est prononcé là-dessus, les débats ont été suffisamment denses, et donc aujourd'hui, moi je veux être certaine simplement de savoir si véritablement vous pensez que tout a été mis en place pour qu'on puisse y arriver. On va voir le bilan de l'ADEME. J'imagine qu'ils vont nous donner un bilan malgré tout de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Et à partir de là, on va voir ce que la concertation va porter, en fait, sur quoi elle va porter en réalité. Est-ce qu'on va commencer à imaginer des solutions d'un territoire à l'autre? Est-ce que l'on va imaginer une mise en place nationale de consignes? C'est l'objet véritablement de ce qui avait été négocié, pardon de le dire comme ça, à l'occasion des discussions qu'on avait eues pendant la loi AGEC. Voilà, c'était le sens en fait de mes propos. Et voilà, si vous pouviez peut-être, mais... En fait, j'ai pas du tout éludé la question. C'est juste que j'ai oublié de vous répondre sur ces études ADEME. Donc, elles sont bien en cours. Elles ont été lancées en novembre 2022. Et du coup, elles aboutiront là au courant de la concertation. Pourquoi on a quelque part anticipé par rapport aux études de l'ADEME? Non pas parce que du coup, on ne s'intéresse pas aux études de l'ADEME. Déjà, les études de l'ADEME, c'est la performance évidemment de la consigne et du réemploi. Il y a un benchmark sur ce qui est fait aussi donc, dans les autres pays de l'Union européenne. Et il y aura également un suivi sur la quantité des bouteilles plastiques qui va être réalisé. Pourquoi on met en place la concertation maintenant? Parce qu'en fait, on a aussi, vous savez, une planification à définir pour les emballages ménagers entre 2024 et 2029, avec justement une définition en fait de ce qu'on va demander à Citeo sur les 5 prochaines années. Et donc, pour ça, il faut qu'on engage la discussion dès 2023 pour justement définir cette planification. Et donc, en fait, on est un peu tenu par le temps, c'est-à-dire que si on met en place un certain nombre de choses avec les diverses solutions que je vous ai données, mais même au-delà d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas citées aujourd'hui, qui pourraient être des solutions justement pour, encore une fois, mieux collecter, mieux trier, mieux recycler et mieux réemployer, il faudra le mettre assez rapidement et le décider rapidement. C'est pour ça. Mais par contre, il y a bien le rapport de l'ADEME qu'on attend, qui va être divulgué pas après mai 2023. Oui. Moi, simplement, ce qui m'interpelle aussi, permettez-moi d'insister là-dessus, c'est que nous avions eu un rapport intermédiaire de l'ADEME 2021, ce n'est pas si vieux que ça, qui disait d'ailleurs qu'en réalité, beaucoup de nos collectivités s'étaient parfaitement mises en chemin pour parvenir aux objectifs et qu'on pouvait y arriver. C'était en 2021. Donc c'est pour ça, il me semble qu'il est très important pour nous, parlementaires, pour que nous puissions avoir un débat serein sur ce point-là, que avant d'envisager des solutions de mise en place ou pas de mise en place, que nous puissions nous adosser sur les conclusions définitives de l'ADEME en fonction de ce qu'il va trouver de bien, de pas bien, qu'importe. Mais ça me semblait un petit peu... Voilà, d'où mon questionnement sur l'a priori éventuel que vous pouviez avoir. Vous nous avez rassurés là-dessus, et tant mieux, tant mieux. Après, pour la suite, il serait bon quand même que nous ayons les chiffres de l'ADEME. Voilà, c'est tout, et je n'irai pas plus loin. Ça me fait penser à une intervention que j'ai eue, qui a eu donc au courant des discussions lundi, où on disait les collectivités ont déjà beaucoup investi, et je dis probablement, bien sûr, et il y a des bons résultats, mais dire que en étant dans un statu quo, on va y arriver, c'est faux. Là aujourd'hui, si on continue comme on fait là actuellement sur l'ensemble du territoire, avec les disparités que nous connaissons dans les régions.
Non, mais rien que... Non, mais c'est par rapport aux résultats des études qui ont été présentées lors de la concertation. Quand vous avez une disparité, notamment de la collecte, je vous parle de la collecte, par exemple, vous avez 40% de collecte en PACA. On ne peut pas se satisfaire de ça. Et je sais dire avec beaucoup de plaisir qu'il y a des régions qui font bien le boulot, qui font bien le job, mais quand on a 80% de collecte et de tri dans d'autres régions, je m'interroge de cette disparité-là. Et donc de dire qu'aujourd'hui tout fonctionne et que ça va dans le bon sens, je pense qu'il y a certaines mesures, et je n'ai pas dit la consigne, je dis qu'il y a certaines mesures qui doivent être absolument déployées si on veut arriver à ce qu'au moins tout le monde ait 80%. On ne peut pas se satisfaire. Tout à fait, mais ça ne nous empêche pas, en tous les cas, de réfléchir. Et cette concertation, ce n'est pas une concertation entre les parties prenantes et l'État. C'est une concertation entre les acteurs. Parce qu'en fait, il va y avoir tous les acteurs autour de la table, industriels, distributeurs, ONG, associations de consommateurs, mais aussi associations d'élus et bien sûr parlementaires. Donc toutes ces personnes, tous ces acteurs vont être autour de la table pour pouvoir discuter justement. Et vraiment, il va y avoir 2 scénarios, c'est avec ou sans consigne. Donc en fait, la question, elle n'est pas que consigne, elle est qu'est-ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs. Et vraiment, encore une fois, si on se dit là, aujourd'hui, que tout va bien et qu'on va atteindre nos objectifs comme ça, là vraiment, par contre, je ne le crois pas. Et c'est ce qui différera entre votre avis et le mien. Mais je pense que vraiment... par rapport aux résultats que nous avons sur les régions, je dis juste qu'en fait, il y a sûrement des solutions aujourd'hui que certaines régions mettent en place qui ne sont pas déployées et qui mériteraient de l'être. Bien. Bien, Madame la Ministre, merci. Merci pour cet échange sur la biodiversité. Effectivement, ce sont des éléments particulièrement importants. Et je pense que moi, je me réjouis qu'on ait fait le choix, cette fois-ci, d'aller à la COP 15. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu aller à la COP 27, hein, mais c'est simplement faire un choix, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. On a eu ce matin des échanges, effectivement, avec notre collègue Annick Jacquemet sur les insectes et autres. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je suis content qu'elle ait pu arriver à quelque chose de positif, même si, comme ça a été répété, il y a quand même encore beaucoup de choses à mettre en place. Merci. Et puis ce débat sur comment recycler. C'est un débat effectivement important. Moi, simplement, je serais très heureux d'y participer. Et je suis très heureux qu'il y ait une concertation. Hein. Vous m'avez reçu, on en a parlé. Mais je pense que, je ne sais pas, parce qu'effectivement, comme le dit Martha de Sidra, qu'il nous manque un certain nombre de chiffres. Mais je ne pense pas que dans cette société française, on fait beaucoup d'efforts pour combler ce que la minorité de la minorité fait très mal. Et donc c'est vrai que c'est un sujet, parce que moi quand je vois comme c'est collecté chez moi, je peux vous dire que c'est quelque chose d'important. C'est de la collecte au porte-à-porte, et effectivement, je vous l'ai dit, moi chez moi le bac jaune est gratuit, avec les compensations et les aides, ça permet effectivement de baisser le prix de la collecte des déchets ménagers. Ça fait qu'aujourd'hui on a beaucoup moins de déchets ménagers. Bon, je veux dire, tout ça, ça fait un ensemble. Voilà, mais ça fera l'objet, ce qui est intéressant, de discussions particulières. Bien sûr. Merci pour tout. Merci à tous.